du fond de la plus tendre et de la meilleure des âmes peuvent surgir des désirs d'intense violence. Un jour peut-être les hommes apprendront-ils à lutter contre ces monstres de l'esprit. Alors, et alors seulement, quand le cerveau humain sera vraiment capable de se contrôler, nous pourrons songer à utiliser les puissances cachées de l'univers. N'éteignez pas votre radio. Ne cherchez pas à baisser le volume. Il est déjà trop tard. 7e dimension envahit les ondes et débarque en mode podcast. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de 7ème dimension. On le rappelle, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, et c'est surtout John Carpenter qui a le droit, cette année, en 2024, à occuper pleinement notre vérif. Et on débarque très rapidement, après avoir traité des aventures de Jack Burton, Big Trouble in Little China, et ben on débarque en l'an de grâce 1994 pour parler du film In the Mouth of Madness, c'est-à-dire l'antre de la folie. Vous l'aurez compris, hein, je traite de la filmographie de John Carpenter selon les masters que je récupère, selon mes envies, les goûts et les couleurs, la programmation du vendredi soir, et bien entendu ça sera remis dans l'ordre de sa filmographie dans la playlist dédiée sur YouTube, et quand les agrégateurs de podcasts me permettront de faire des playlists, et ben je ferai une playlist John Carpenter pour vos oreilles et je le remettrai dans l'ordre. Et il faudrait que je teste cette écoute dans l'ordre de sa filmographie, mais enregistrée dans le désordre. Ça pourrait être sympa. Bah, faites-moi un retour là-dessus, hein, pour ceux et celles qui débarqueraient sur ce podcast. Donc, eh ben, on va placer d'entrée de jeu les plots pour cette année 1994 et ce film L'antre de la folie. Et comme je viens d'en prendre l'habitude, ben, je replace le film, moi, dans mon propre contexte. Donc, John Carpenter, moi, en 94, ben, j'ai 14 piges. Ben, je le connais déjà, voilà, ce John Carpenter, et c'est pas un film que je vais découvrir en salle, mais plutôt au vidéoclub, voilà, parce que j'ai pris mes petites habitudes, et je raconte un petit peu du perso dans ce podcast. Étant dans un village, le cinéma étant à plus de 30 bornes, donc il faut toujours que je trouve quelqu'un pour m'amener en salle, donc c'est vrai que le vidéoclub est beaucoup plus accessible, notamment parce que je pouvais y aller en vélo ou par des arrêts de bus, voilà, par rapport à mes activités de collégien à l'époque, donc voilà pourquoi j'ai découvert ce film-là en vidéo, aux côtés de Peterson, et on va le dire, hein, parce qu'on l'avait déjà abordé dans Acheter des films c'est bien, notre épisode long numéro 3, et ben nous on avait pris pour habitude de dupliquer les vidéoclubs, hein, c'était la magie très, très rapidement, alors peut-être que ceci explique cela, hein. C'est pas pour rien aussi peut-être que j'ai fait du montage mon métier, que je suis devenu monteur, c'est que très rapidement, en voyant derrière le magnétoscope, pour certaines gammes de magnétoscopes, des doubles entrées Péritel, et ben avec Peterson, nous avons très rapidement testé le fait de brancher un magnétoscope à un magnétoscope, et heureuse initiative, c'est comme ça que nous avons découvert tout seul comme des grands, hein, parce que je vous rappelle que
c'est une époque où il n'y a pas Internet et que on est un petit peu les seuls à faire ça, on a découvert très rapidement que l'on pouvait dupliquer ces films que nous louions les vendredis soirs et les samedis soirs. Donc c'est pour ça que ma première copie de l'Antre de la Folie était une copie de la VHS éditée distribuée par Metropolitan, et je crois que c'était le même éditeur que la version distribuée dans le commerce, c'était TF1 Vidéo, voilà, qui s'est occupé de distribuer cet Antre de la Folie. Alors, avant de rentrer dans ce que ça raconte, on va replacer un petit peu ce film-là dans la carrière de John Carpenter. Donc, en 94, on récupère un John Carpenter, on va dire, qui a perdu un peu de sa superbe et encore lessivé par la deuxième claque de sa carrière qui fut ce Big Trouble in Little China. Donc pour rappel des faits, réalisateur qui ne cesse de grimper les échelons jusqu'à se casser la figure avec son premier gros budget de studio qui était The Thing, voilà, qui était déjà un remake. Et ensuite, il fait amende honorable en tournant des films de commande, hein, qui vont être dans un premier temps Christine et dans un deuxième temps Starman, voilà, donc on lui donne accès de nouveau à un gros budget et ça sera les aventures de Jack Burton et ça se casse la figure, donc c'est un peu la deuxième claque de sa carrière et à partir de là c'est un cinéaste en colère, désabusé, qui va livrer des films à très faible budget histoire de conserver sa liberté de création et surtout de pouvoir payer ses factures, c'est à peu près ça l'idée. Donc c'est pour ça aussi que Prince des Ténèbres, donc Prince of Darkness et The Live, c'est-à-dire Invasion Los Angeles, sont des films rapidement tournés avec un faible budget et très incisifs, voilà, donc très particulier dans la filmographie de John Carpenter. Et suite à ces films-là, il va grimper, alors non pas sur des gros budgets, mais plutôt sur des moyens budgets, toujours avec du studio en sous-main. Et le premier film où les studios vont réouvrir leurs portes pour John Carpenter, ça sera pour un film de commande avec un acteur comique de l'époque et qui a toujours marché qu'aux États-Unis, hein. Chevy Chase ne s'est jamais réellement bien exporté en France pour les besoins les mémoires d'un homme invisible. Et ces mémoires d'un homme invisible, c'est aussi une manière détournée de remaker un des classiques, voilà, du cinéma fantastique, une des figures du cinéma fantastique, qui est l'homme invisible, hein, voilà, pour John Carpenter. Donc ça, j'en parlerai dans un autre épisode dédié qui est pas... Voilà. C'est un film de commande, c'est... bon, après, je pense que je l'avais déjà dit dans un des podcasts sur John Carpenter, je pense qu'un mauvais Carpenter ou un Carpenter moyen doit être l'équivalent d'un très 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 bon film d'horreur d'aujourd'hui. Donc je pense que, quand je pense à ça, je pense à Jordan Peele. Je pense qu'un mauvais Carpenter est un bon Jordan Peele, voilà, pour faire une comparaison. Et donc, à cette période-là, ce qu'il faut comprendre avec Carpenter, c'est que c'est un petit peu comme un groupe de musique. C'est-à-dire que il enchaîne rapidement les films, c'est-à-dire que tous les 2-3 ans, on a un film de Carpenter, et cet Antre de la Folie, voilà, ce In the Mouth of Madness, est une commande, hein, parce qu'à la base, le scénario a été écrit depuis le début des années 80, Carpenter le refuse une première fois, et l'accepte, bien entendu, dans cette année 94, parce que il a besoin de tourner, en fait, hein, tout bêtement, et c'est aussi un matériau qu'il connaît bien, qui va lui permettre aussi d'avoir un peu de liberté, d'y injecter ses propres préoccupations à l'intérieur. Voilà. On a pu lire aussi, alors ça m'a toujours fasciné au niveau des critiques, hein, on a pu lire que ce film faisait partie d'une certaine trilogie de la terreur ou de la fin du monde, qui serait composée de The Thing, Prince des Ténèbres et celui-là. Moi je le vois toujours, ça a toujours été de la branlette de critiques cinéma, de créer des trilogies au travers d'une filmographie, comme s'il y avait un dessin caché. Non, il n'y a pas. Donc déjà les 3 films n'ont rien à voir, et puis parler de trilogie de la fin du monde, enfin bon, ou de la terreur, bon, c'est complètement con, donc je ne rentrerai pas
dans ce cas-là, parce qu'il semble clairement évident, quand on connaît le point de départ de chacun des films, qu'il n'y a aucun lien, c'est même pas réfléchi à la base. Donc une trilogie, ou une quadrilogie, ou un diptyque est pensé en amont. Prince des Ténèbres n'aurait pas existé si The Thing ne se serait pas cassé la gueule. Donc déjà, d'une, c'est pas pensé comme ça, et si on rajoute Land dans la folie dans la foulée, il n'était pas censé le faire. Donc voilà. Donc autant vous dire que en un commentaire, je viens de défoncer toutes ces théories de trilogie de la terreur, etc. C'est des choses aussi qu'on retrouve chez Fulci. Voilà. Certains analystes, certains spécialistes de Fulci prennent souvent l'Enfer des zombies, Frayeur, l'au-delà, comme une sorte de trilogie de l'apocalypse. Bon voilà, c'est voilà, vous connaissez mon point de vue là-dessus, c'est de la branlette de critique pour essayer d'amener, pour essayer de se faire du buzz sur un truc que les autres n'auraient pas vu. Donc non, voilà, désolé, hein, si certaines de ces critiques m'écoutent, ça m'étonnerait, mais c'est de la branlette, donc, et à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est pas la branlette, donc on va continuer sur ce film, L'Antre de la Folie. Alors, donc, cet Antre de la Folie, c'est un scénario en fait qui est dans les tiroirs de la société de production New Line, voilà. Et New Line, à l'époque, c'est connu notamment pour avoir produit, c'est Robert Shea qui est à la tête de New Line, pour avoir produit la saga des Freddy, voilà, des A Nightmare on Elm Street, et c'est bien avant de produire, bien entendu, ce qui fera le succès, plutôt l'hégémonie mondiale de la structure, qui est de produire Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, voilà. Mais à la base, c'est une société qui est spécialisée en fait dans la série B horrifique, et un de leurs scénaristes maison, donc c'est-à-dire Michael De Luca, qui a déjà scénarisé le 6e Freddy, qui est pas le meilleur, hein. Alors c'est pas le pire, mais c'est quand même pas le meilleur, voilà, et il porte ce scénario-là à forte consonance, à forte inspiration de l'œuvre de Howard Philip Lovecraft et Stephen King, voilà, donc je rentrerai un peu dans le détail de ce que raconte L'Antre de la Folie, mais voilà, c'est un scénario voilà, qui s'inspire de l'œuvre, voilà, de Howard Philip Lovecraft, qui est l'horreur cosmique, voilà, avec le mythe de Cthulhu, l'indicible, voilà, et du pouvoir de fascination de l'écrit et de la contamination du mal. Voilà à peu près les thématiques du scénario, et c'est vrai que c'est un scénario, quand on le voit, parce que moi je ne l'ai pas lu, hein, l'original, hein, quand on le voit porté à l'écran par John Carpenter, c'est un très bon scénario. Donc voilà, c'est une histoire, on va dire, qui n'a pas d'équivalent globalement, si ce n'est, parce qu'on pourrait y rajouter autres œuvres New Line de l'époque, parce qu'on pourrait les voir comme des films qui se répondent, qui serait le Wes Craven New Nightmare, c'est-à-dire le Freddy suivant, qui lui aussi travaille un petit peu sur ce côté de l'écrit, du quatrième mur, de ce qui se passe à l'écran peut se passer dans le réel, et avec un petit peu de Lovecraft en sous-main, parce que c'est toujours bien d'utiliser Lovecraft, voilà, et c'est produit par le même studio. Voilà, donc je pense que c'est pas anodin, c'est une période aussi, hein, où je pense que certains cinéastes majeurs comme Wes Craven, John Carpenter réfléchissent un petit peu sur l'acte lui-même cinématographique, sur on va dire le postulat, et sur l'impact du fantastique sur le public. Voilà pour le point de départ. Donc on lui confie, parce que comme je le dis, c'est du moyen budget. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Un moyen budget aujourd'hui, c'est une trentaine de millions de dollars. Bon, avec l'inflation, on n'en est pas loin, donc voilà, on lui confie les 8 millions de dollars de l'époque, à savoir que pour Les Mémoires d'un homme invisible, on devait être sur un budget légèrement supérieur, et que c'est un cinéaste qui était revenu à des budgets d'1 million de dollars. Voilà, donc du coup, on a 8 fois le budget de Prince des Ténèbres ou de Invasion Los Angeles, à voir si ça pourra lui permettre de mettre en scène en fait ce que Lovecraft se cachait bien de décrire précisément, donc ce qu'il appelait l'indicible, ces monstres cosmiques, voilà.
Donc voilà pour le point de départ. Au niveau du casting, alors c'est un casting qu'on pourrait regarder, enfin qu'on pourrait juger aujourd'hui extérieurement d'assez riche et même d'assez copieux, dans le sens où on y retrouve des vieilles gloires venues cachetonner, se faire plaisir, et des acteurs aussi qui explosent à ce moment-là. Donc c'est pour ça que le rôle principal de cet agent en assurance, cet agent freelance, cet enquêteur en assurance, qui est John Trent, qui est incarné par Sam Neill. Et Sam Neill, là on est en 94, il vient juste d'exploser avec le rôle titre qu'il tient voilà, dans le rôle de Grant dans Jurassic Park. Putain, je vais arriver à le dire parce que je suis en train de réfléchir au nom qu'il a, c'est Alan Grant, voilà, avec le rôle principal du film Jurassic Park de Steven Spielberg, qui est le succès de l'année 93, voire même de la décennie. C'est un roller coaster, c'est un truc qui explose tout. Donc dites-vous bien que moi j'ai vécu, tiens, petite parenthèse sur Jurassic Park, faudra que je me la cogne la saga. Moi j'ai vécu de plein fouet ce succès-là, c'est-à-dire que je l'ai vu en salle, c'était des files, c'était la queue à l'extérieur du cinéma, et moi j'étais dans une région qui est la Drôme provençale, donc autant vous dire que les 2-3 cinémas qu'il y avait dans le coin, il y avait la queue jusqu'au trottoir, voilà, à peu près. Les quelques McDonald's qu'il y avait déjà à l'époque, il y avait toute la communication, c'est-à-dire que le menu best-of, etc., tout était à l'effigie de Jurassic Park. Je vous épargne les pubs, je vous épargne les jeux vidéo, je convoque on va dire une époque, les jeux vidéo qui étaient déjà produits et qui sortaient sur les Super Nintendo et les Sega Mega Drive, et on rajoutera aussi le fait que le Noël qui suivait, c'était, moi je m'en rappelle dans le Leclerc, qui était pas loin de chez moi, de ma bourgade, c'était des pyramides de VHS, et ce que je vous raconte est vrai, c'est que quand moi j'avais demandé à mes parents, enfin en tout cas l'un de mes cadeaux de Noël serait la VHS de Jurassic Park, on s'était rendu un samedi de la veille des fêtes de Noël, donc il y avait un vendeur, donc pour vous donner un exemple, hein, il y avait un responsable de rayon du rayon VHS, donc au centre du Leclerc il y avait cette pyramide de VHS, et il avait un micro, donc en disant voilà, avec un compte à rebours, dans quelques secondes vous pourrez vous procurer le plus grand succès de l'année 93, machin, Jurassic Park. Et quand il a eu fini son compte à rebours, les gens se sont rués sur les VHS, ils se marchaient dessus. Ce que je vous raconte est vrai. Voilà. Et je vous parle de la Drôme provençale. Je ne sais même pas ce qui s'est passé dans des plus grandes villes, etc. Donc moi, à 13 ans, il a fallu que je me batte pour obtenir cette VHS, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc, et c'est peut-être, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la première VHS officielle d'un film que j'avais eu. Voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse Jurassic Park. Donc voilà, c'est pas un podcast sur Jurassic Park, c'est un podcast sur l'Inde de la folie, mais c'était bien d'introduire cet acteur qui est Sam Neill. Alors acteur qu'on avait déjà vu dans le rôle du diable lui-même, voilà, enfin du fils du diable plutôt, dans La Malédiction finale, donc le 3e chapitre de cette trilogie qui n'a jamais, mais qui, je pense qu'il ne devait pas être une trilogie, mais bon voilà, dans le rôle de Damien version adulte, voilà. Donc c'est Sam Neill qui incarne le fils du diable. On le verra chez Philippe Noyce dans Calme Blanc. Il aura un second rôle déjà dans un film de Carpenter, le film précédent, les Mémoires d'un homme invisible. Donc forcément en rôle titre dans Jurassic Park, et à partir de Jurassic Park sa carrière explose, et là j'ai mis quelques titres en vrac pour les aficionados du cinéma de genre. Donc on le verra chez Paul Anderson embarqué dans l'espace dans un vaisseau sataniste pour Event Horizon. Il reviendra dans le rôle d'Alan Grant pour Jurassic Park 3. Vous avez pu le voir aussi il y a quelques années dans un rôle récurrent dans la série Peaky Blinders, et bien entendu il est venu aussi on va dire financer sa retraite en jouant dans ces mauvaises suites que sont les Jurassic World, en reprenant son rôle d'Alan Grant. Deuxième rôle du film qui n'est pas, on pourrait croire dès le départ que c'est un love interest, mais ça l'est pas forcément. Donc on a l'actrice Julie Carmen qui incarne l'éditrice Linda Stiles, qu'on avait vu dans Gloria, et qu'on avait vu ça aussi suite alors
suite de la honte un peu rigolote mais merdique de Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland, Fright Night 2, donc Vampire, vous avez dit Vampire 2, elle incarne la sœur du vampire de Fright Night. Voilà, donc voilà déjà le point de départ complètement débile. Donc le personnage de Jerry Dandridge a une sœur. Voilà. Et donc c'est elle la méchante de ce Vampire, vous avez dit Vampire 2, et puis après elle avait déjà cachetonné dans pas mal de séries télévisées de l'époque, hein, les Hooker, les Mattoustone, etc. Et c'est là qu'elle finira sa carrière dans du New York Police Judiciaire ou autre New York 911 ou autre série pour occuper les grilles de programmation en journée et pour les insomniaques la nuit. Donc voilà pour Julie Carmen, hein. Déjà alors une Julie Carmen chaudement vêtue, hein, dans ce film de Carpenter, parce que pour ceux et celles, hein, parce que bon, on se refait pas, hein, c'est là aussi où on a fait notre gloire, hein, sur la version papier de 7ème dimension avec notre fameux portfolio cochon, avec le tu te souviens, nous aussi, voilà. Donc on l'a préféré, notamment parce que c'est de la merde, mais au moins c'était paradin. Dans Vampire, vous avez dit Vampire 2, nous préférions sa garde-robe, elle était plus fraîchement vêtue, voilà, c'est placé. Donc il fallait mettre ça dans un podcast, hein. Ensuite, dans le rôle de l'écrivain maléfique au solde des monstres cosmiques, au solde de Cthulhu, et ben quoi de mieux qu'un acteur allemand pour incarner le mal? Et ben on va chercher Jürgen Prochnow, qui lui a explosé avec le film de Wolfgang Petersen à l'international, le film allemand Das Boot, le bateau, en version française. Mann retiendra la leçon et ira le chercher pour les besoins de la forteresse noire, et nous retrouverons sa trogne, hein, parce que pareil, hein, il a une filmographie longue comme le bras. On le retrouvera en méchant dans Le flic de Beverly Hills 2 et aussi en mafieux russe, hein, parce que quand on a un Allemand, et sachez qu'un Allemand peut aussi faire un Russe, donc pour les besoins de la saison 8 de 24 heures chrono. Dans les seconds rôles, voire les 10e rôles, et ben on est content de retrouver Charlton Heston, voilà, dans le rôle du patron de la société d'édition de l'écrivain Sutter Kane, donc la société Arcane. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, c'est une référence directe aux écrits de Howard Philip Lovecraft. Dans le rôle du patron Arglo, et ben Charlton Heston, ben c'est une légende, c'est un monument, voilà. Donc nous avons affaire à un acteur qui dans Soleil Vert se rendait compte qu'il mangeait ses congénères, et ce même acteur aussi se rendait compte qu'il s'était trompé au départ il croyait s'être trompé de planète, mais qu'il était bien sur Terre en voyant ce plan final complètement fou de la planète des singes originale. Donc voilà pour la présentation de Charlton Heston. Alors bien entendu j'évacue tout le reste, mais voilà, les 10 commandements et tout ce que vous voulez, mais en attendant, acteur mythique venu se faire plaisir en fin de carrière, et surtout voilà, faire plaisir à John Carpenter. Et quitte à se faire plaisir, comme je vous l'ai dit, on a le Damien Thorne de la Malédiction finale, et ben autant aller chercher David Warner aussi, qui était présent dans le premier Malédiction, qui ne pourra pas jouer dans les deux autres pour un problème de décapitation arrivé à la fin de la Malédiction, premier du nom, le seul qui est valable. Et aussi parce que c'est important, parce que à 7ème dimension, ben nous on fait le taf aussi un petit peu, dans le rôle du paperboy de service, c'est-à-dire 30 secondes montre en main, donc le livreur de journaux, un jeune Hayden Christensen. Voilà, donc de là à dire que c'est peut-être son meilleur rôle, hein, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Alors, qu'est-ce que raconte l'Antre de la folie, et pourquoi c'est un film qui est sympa? Voilà. Alors vous avez vu, j'ai pas dit c'est un chef-d'œuvre et ainsi de suite, hein, donc je parlerai des forces et des qualités de ce film-là. Donc en fait, l'histoire de l'Antre de la folie, c'est cette histoire de mise en abîme du film dans le film, du personnage dans l'écriture. Donc on y suit dès le départ. Alors déjà on va parler du générique où on voit des couvertures, on voit une impression en fait de roman. Donc plutôt bien senti, voilà. Et d'ailleurs au passage, musique signée comme d'habitude John Carpenter, et un mec random qu'on appellera Jim Lang venu lui prêter main forte. Alors
voilà, c'est le moment aussi dans ce podcast de peut-être faire aussi un petit point sur ces gens qui viennent aider John Carpenter. Il faut le voir un petit peu comme ces groupes de métal. Je pense souvent au cas Henry Rollins, voilà, qui était le leader de Black Flag et qui ensuite crée son propre groupe qui s'appelle le Rollins Band, où à chaque fois, ou même à l'image du groupe Megadeth, voilà, dans le métal, c'est-à-dire que ce qui est important, par exemple dans Megadeth, c'est Dave Mustaine. Les autres, en fait, sont souvent des gens qui changent d'album en album. Ben, c'est un peu ça, John Carpenter. Voilà. John Carpenter, faut le voir comme un groupe, voilà, le Carpenter Band, si vous préférez. Et de temps en temps, il prend des techniciens, parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, pas non plus des artistes, mais des techniciens pour le seconder. Voilà. Et notamment, je vous conseille le documentaire qui est encore trouvable, qui a été produit pour Arte à l'époque, qui s'appelle Big John, où Alan Howarth explique bien cette notion, non pas qu'il est un technicien, mais il explique bien que John Carpenter vient donner le ton sur quelques notes, et après c'est vraiment l'autre personne qui va s'occuper des arrangements. Donc on appelle ça quelque part la sous-traitance. Voilà, c'est plutôt pas mal comme point de vue. Donc la musique est plutôt bien sentie, celle que vous avez écoutée en début de podcast, hein. Et donc on y voit une impression d'un des romans de l'écrivain qui apparaît dans le film, qui s'appelle Sutter Kane, et qui est incarné par Jürgen Prochnow, qu'on verra un peu plus tard dans le film. Donc ça commence comme ça, et très rapidement on y voit le personnage de Sam Neill. Voilà, on rentre un petit peu dans son quotidien, et Sam Neill, eh ben, c'est un agent, c'est un inspecteur des assurances, un petit peu comme si on devait relier les choses entre elles, si on prend le personnage principal de Fight Club, voilà, incarné par Edward Norton, ben, il est aussi une sorte d'inspecteur pour son entreprise, mais lui plutôt au niveau des problématiques automobiles, voilà, pour voir si en termes d'assurance ça passe ou pas. Si on renvoie certaines séries de voitures, du coup si on les renvoie à l'usine pour les réparer ou ainsi de suite, bah lui en fait il va être plutôt sur le côté de, voilà, certaines sociétés d'assurance le contractent pour vérifier de la véracité du sinistre, si c'est pas un coup monté, ou si c'est vraiment un coup de pas de bol, un accident, voilà. C'est en gros l'inspecteur qui est chargé de valider ou non si on va indemniser le client. Donc on le voit très rapidement dans cette première scène, et c'est ça qui est assez sympa, parce que il y a toujours ce côté un petit peu chez Carpenter. Alors quand on l'écoute, hein, lui il se place plutôt du côté de Howard Hawks, et laisse très peu de place en fait aux relations hommes-femmes ou au sentimentalisme, contrairement par exemple au réalisateur John Ford, hein, qui sont ses références pour lui. Mais il y a toujours quand même un vieux truc de daron sur les relations hommes-femmes là-dedans, et très rapidement, voilà, on y voit un de ses acteurs, un de ses seconds rôles fétiches, qui est Peter Jason, hein, qu'on verra tout le long de sa filmographie, et qu'on avait déjà vu dans les films précédents, notamment Invasion Los Angeles. Donc voilà, venu plaider sa cause, et très rapidement le personnage de Sam Neill sort des photos en lui expliquant que bon, effectivement il y a peut-être eu un sinistre, mais voilà, qu'on lui a volé, je pense que, alors de mémoire il me semble que c'est un bijoutier ou quelque chose comme ça, où il est dans le prêt-à-porter, et il montre des photos de sa femme qui porte certaines des pièces en fait qui ont soi-disant été volées, et en plus il sort, et c'est ça qui est très très fort, c'est le double coup où il sort une photo d'une femme plus jeune qui n'est pas sa femme, donc on comprend que c'est sa maîtresse, qui elle porte beaucoup plus de choses, hein, des bijoux et ainsi de suite, et il lui donne un conseil, voilà, la prochaine fois évitez de tout cramer d'entrée, et surtout il lui dit ne mettez pas votre femme dans la combine, voilà. Donc c'est assez drôle, ça permet aussi de placer le personnage très rapidement, et de voir qu'on a affaire à un personnage assez cynique, qui est, encore une fois, parce que ça il faut le voir comme ça, un point d'ancrage pour John Carpenter, qui est un de ses alter ego. Donc on lui a souvent on l'a souvent comparé au personnage de Snake Plissken ou Jack Crow dans Vampire, parce qu'il y a le côté maverick, un peu cow-boy de western, mais
au final, si vous avez lu beaucoup de choses, beaucoup d'entretiens dans Mad Movies, Rokirama, ou sur le net, ou en vidéo de John Carpenter, ça reste quand même, ça explique aussi pourquoi il a accepté certains films de commande, ça reste aussi un capitaliste, ça reste une sorte d'entrepreneur, donc il a aussi ce côté un peu cynique, et c'est pour ça que on peut voir dans le personnage de John Trent une sorte d'alter ego, mais plutôt côté financier, côté dans son rapport avec les studios, voilà. C'est pas anodin, hein. Je pense qu'il a dû, c'était déjà présent dans le scénario de Michael De Luca, mais je pense qu'il a dû rajouter des petits détails, voilà, dans le personnage, réécrire, hein, parce que n'oubliez pas que John Carpenter est aussi un cinéaste qui a écrit certains de ses scénarios sous pseudonyme, hein, donc on pense souvent à son tout premier film qui est Assaut. Alors, je dis son tout premier film, alors Dark Star l'est, mais Dark Star a un postulat un peu particulier qui était une œuvre universitaire qui s'est vue rallongée pour devenir un film cinéma, mais à la base, ça devait être, on pourrait le considérer, moi je l'ai toujours considéré dans ma tête comme un truc un peu cheap du genre court-métrage, voilà. Donc faudra que je me le colle d'ailleurs, un de ces quatre. Mais voilà, pour moi son premier film, sa première œuvre, où on est vraiment dans le côté je suis réalisateur, c'est mon métier, je vais gagner de l'argent avec ça, c'est vraiment avec Assaut. Voilà, donc, et Assaut, comme d'autres scénarios de ces films, ont été écrits par lui-même, et un réalisateur comme Carpenter, même si il n'est pas l'auteur, il n'est pas à l'origine du scénario original, retouche à note, modifie certaines choses pour s'approprier le personnage, et bien entendu, l'acte de mise en scène en lui-même, c'est aussi de piloter les acteurs sur le tournage, et quand on pilote les acteurs sur le tournage, hein, voilà, je fais part de mon expérience, je suis pas réalisateur de cinéma, je fais quelques publicités et ainsi de suite, on fait évoluer l'écrit en pilotant les acteurs sur place, et c'est là que la relation entre l'acteur qui va amener un peu de lui-même, le réalisateur qui va amener un peu de lui-même à partir d'une base qui était l'écrit, fait évoluer l'œuvre dans une direction, et cette œuvre, bien entendu, on a encore une dernière phase d'évolution qui est le montage, là où on va décider de couper ou d'alterner certaines choses, voilà, donc voilà, c'était bien de faire un petit point. En même temps, le film s'y prête, hein, parce que c'est un film réflexif sur l'acte de filmer en lui-même, sur la narration, donc c'est bien à partir de ce podcast-là de réfléchir aussi sur l'acte en lui-même de création, voilà. Donc gardez en tête qu'il y a un premier point de départ qui est celui de l'écriture, donc ça c'est, on va dire que c'est la V1, à l'issue du tournage on obtient la V2, et à l'issue du montage on obtient la V3, donc voilà, donc le film évolue, voilà, 3 fois pendant son process. Donc on voit cet agent en assurance en action, et lors d'un déjeuner, voilà, il se fait attaquer par un désaxé avec une hache, voilà, parce que en parallèle de ce qui se passe, de ce qu'on peut voir de la vie de John Trent, les bus sont placardés de la sortie du prochain roman de Sutter Kane, on y parle à la télévision du phénomène Sutter Kane, donc on a vraiment en sous-main dès le départ ce côté un petit peu qu'on avait, hein, et qu'on a un peu moins aujourd'hui. Alors c'est pas parce qu'il vend moins, mais c'est parce que c'est rentré dans les mœurs, mais il y a aussi cette volonté de parler du phénomène Stephen King dans les années 90, parce que Stephen King, dans les années 90, du moment où ça a explosé, chaque bouquin était acheté les yeux fermés, il y a des files d'attente, c'était un phénomène, voilà. Et ce qui est intéressant avec le point de départ du scénario, c'est toujours ce que les gens extérieurs au cinéma fantastique ou à la littérature fantastique ou horrifique ont pu reprocher du coup au domaine. Moi je me rappelle, même moi en étant ado, mes parents s'inquiétaient du type de musique que je pouvais écouter et du type de film que je pouvais regarder, et que voilà, ça c'est aussi, on va dire, la légende urbaine, et il s'inquiétait de ça, et de peur que je ne devienne une sorte de fou furieux ou de psychopathe, et c'est le même genre de légende urbaine qu'on a pu entendre aussi dans des faits divers.
C'est-à-dire que moi j'ai grandi, notamment je l'ai lu dans des journaux ou dans des magazines spécialisés, j'ai grandi avec cette idée que par exemple tel fait divers aux États-Unis avait été commis par telle personne qui avait vu tel film. Voilà. Ou qui avait écouté tel type de musique. Donc à partir de là, les gens et ce que je vous dis c'est vrai, là on parlait par exemple notamment de Marilyn Manson, comme on pouvait parler de Matrix, pour si on regarde le documentaire de Michael Moore, Bowling for Columbine, voilà, certains, notamment les tireurs à l'origine de cette tuerie qui a eu lieu, je crois que c'était dans un lycée, oui c'était dans un lycée, voilà, quand ils sont, voilà, c'était un binôme de tueurs qui étaient des ados aussi, ils sont allés dans leur chambre et ils ont trouvé forcément le film Tueur Né, quelques disques de Marilyn Manson, etc. Donc à partir de là, et puis même l'accoutrement qu'ils avaient, c'était lié à Matrix. Donc à partir de là, on va dire que la masse s'est dit que forcément, il y a un point de mire. Donc c'est-à-dire que le point de mire, c'était ces films-là, cette musique-là, qui les a rendus fous et qui les a quasiment forcés à tuer leurs camarades, alors que pas du tout. Voilà, si on s'intéresse un petit peu à la psychanalyse et à la psychologie, et pas celle de comptoir, pas celle du PMU, on comprendra que ça n'a rien à voir. Voilà, donc il n'y a aucun film ou aucune chose qui ne peut vous pousser, enfin aucune œuvre, on va dire, littéraire ou visuelle, qui pousse un individu à en tuer un autre. Ce qui pousse un individu à en tuer un autre, c'est que dès le départ, en fait, dès la naissance, il y a des problématiques. Mais bon, on va pas développer ça ici, mais voilà, c'est pour vous expliquer aussi que le point de départ du scénario se base aussi quand même sur quelque chose, sur un phénomène bien réel et qui a aussi la peau dure. Alors aujourd'hui, c'est bien aussi de mettre ça dans une temporalité qui est celle de notre société actuelle. Aujourd'hui, et même depuis, on va qualifier, depuis une vingtaine d'années, on vit une époque formidable dans le sens où le cinéma de genre s'est démocratisé. Ce que je viens de vous dire là, c'est-à-dire que mes parents qui s'inquiétaient que je regardais par exemple du George Romero ou du John Carpenter, etc., sont les mêmes qui aujourd'hui sur une plateforme de VOD vont se goinfrer du Walking Dead ou autre et m'en parler, et comme si de rien, et ils ont jamais fait le lien entre les deux. Voilà, c'est un petit peu le même cas de figure où tes parents à l'époque te traitaient d'attardé ou ne comprenaient pas pourquoi tu passais autant d'heures sur une console de jeux vidéo, et qui aujourd'hui avec un smartphone vont jouer à des casual games. Voilà, donc effectivement c'est bien d'avoir cette lecture avec le temps, et c'est vrai qu'un film comme L'Antre de la Folie traite déjà en amont de cet impact-là. Et c'est très bien parce que ça utilise aussi, c'est qu'en dira-t-on, cette espèce de dénigrement du genre fantastique. Parce que gardez en tête, et c'est pour ça aussi que je suis content, parce qu'il faut un peu d'autosatisfaction ici même, je suis content aussi de tenir le micro et de parler de cinéma de genre et que vous m'écoutiez aussi, parce que, alors, les plus jeunes ne le savent pas, mais à l'époque, voilà, dans les années, enfin moi ce qui me concerne c'est dans les années 90, et c'était valable aussi dans les années 80, regarder du cinéma de genre, écouter un certain type de musique, c'était minoritaire. Ça faisait de vous quelqu'un de bizarre. Donc gardez ça en tête. Aujourd'hui, on trouve ça cool, c'est anodin d'aller se voir un film horrifique, etc. À l'époque, gardez ça en tête. Regardez, parce que moi c'est comme ça, moi, j'ai grandi avec du Brain Dead, du Bad Taste, etc. Quand on avait, parce qu'on va remettre un peu le contexte, quand on avait nos petites copines de l'époque, etc., et que le samedi après-midi, on se faisait un Brain Dead ou on se faisait un film horrifique, bon, elles, quand elles arrivaient, elles se disaient, bon, voilà, ils vont encore regarder un truc de fou, entre guillemets, voilà. Et pour peu que vous écoutiez un certain type de musique, vous étiez vraiment à part. Voilà, il y avait une forme de contestation, mais effectivement, aujourd'hui, quand on voit ce que c'est, et
Et je dirais même que, et c'est pour ça aussi que je suis encore doublement content de chroniquer ces films-là de cette manière-là, ça a perdu de son charme, parce que forcément, on avait l'impression que ça s'adressait qu'à nous, si vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, c'est aussi, on va pas se mentir, hein, le côté de la barbarisation, le côté barbare de la chose. Pourquoi je suis toujours en train de taper sur du film de VOD? Donc c'est facile, parce que c'est barbare. Ce sont les barbares qui se sont appropriés les codes de fabrication, parce que voilà, la plateforme de VOD et la barbarisation du cinéma de genre. Donc ils se sont appropriés les modes de production de ce cinéma-là sans jamais le comprendre. Et un homme comme John Carpenter, sa filmographie parle d'elle-même. Prince des Ténèbres, c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais sur cette connerie de trilogie de la terreur, Prince des Ténèbres n'existe que par la force des choses, et par une hargne et un instant T. On ne peut pas reproduire Prince des Ténèbres comme ça. Comme un artiste musical ne peut pas produire une musique profonde s'il n'a pas vécu ou s'il n'est pas un tant soit peu énervé. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que dans une carrière on a des mauvais albums et on a des mauvais films aussi. On va pas se mentir. Tim Burton en est l'incarnation vivante. Donc c'est-à-dire que Tim Burton, quand il baisse pas, excusez-moi d'être vulgaire mais c'est ça, quand il baisse pas et qu'il est bizarre, c'est là qu'il fait ses meilleurs films. Dès qu'il commence à baiser et à être reconnu, c'est là qu'il fait de la merde. C'est un peu comme David Lynch. Le jour où on a dit à David Lynch, hey mec, tu fais du David Lynch, c'est là qu'il a commencé à faire de la merde. Voilà. Et pareil pour Cronenberg, et ainsi de suite. Donc voilà, ça, ce sont des exemples extrêmes. Mais effectivement, ce cas de figure-là, quand on regarde un film comme L'Antre de la Folie, voilà, ça met en exergue ce truc-là. C'est pour ça qu'il est intéressant. Alors, faut pas non plus passer des heures à se pignoler sur le fait que, oh mon Dieu, ce film parle du fait de faire un film ou du pouvoir des écrits fantastiques, etc. Mais en tout cas, à l'époque, ça forçait le respect. Donc, grosse parenthèse refermée. Donc, il se fait attaquer par un désaccès avec une hache. Plus tard, il rencontre le personnage d'Arglo, donc qui est le patron de la maison d'édition Arcane, incarné par Charlton Heston, et qui lui demande en fait de retrouver sa poule aux œufs d'or, donc son Stephen King à lui, donc qui est Sutter Kane, parce qu'il a disparu et qu'il y a un roman à sortir qui s'appelle In the Mouth of Madness, l'antre de la folie, voilà, et à ce moment-là, déjà, le spectateur se demande s'il n'est pas en train déjà de regarder ou de lire le livre, s'il n'est pas plongé dans la fiction dont les protagonistes sont en recherche, voilà, donc je pense que c'est à peu près clair ce que je viens de raconter. Donc voilà, et on lui explique que le désaccès à la hache, c'était l'agent de Sutter Kane, et on comprend déjà que si il a voulu le tuer à Sam Neill, c'est qu'il aura un rôle à jouer dans la suite des opérations. Voilà. Donc, très rapidement, il accepte... Alors, déjà, le personnage étant cynique, il considère, et c'est ça qui est bien aussi, hein, parce que c'est un peu tes parents de l'époque, donc il considère les écrits de Sutter Kane comme de la merde. Voilà, donc alors il se mettra à les lire, hein, bien entendu, mais et ce qui est très intéressant dans ce moment-là, c'est-à-dire que lui, il se considère supérieur à ce genre de choses, et que les autres, en fait, les 3/4 des gens qui lisent ces trucs-là et qui kiffent ça, il les prend pour des cons, en fait. Voilà, c'est un petit peu ce truc-là. Et c'est un peu à l'image de ce que je viens de raconter par rapport à nos daronnes de l'époque. C'est-à-dire qu'elles nous prenaient pour des teubés, ou il ou elle nous prenait pour des teubés, et aujourd'hui se regardent les trucs que nous on regardait, en fait, en éprouvant le même plaisir, quelque part. Voilà. Donc c'est un peu ce qui se passe pour le personnage du coup de Sam Neill, qui par la force des choses, par la force du contrat, va être amené à se plonger dans les écrits de Sutter Kane pour essayer de comprendre où c'est qu'il s'est barré, et va lui-même éprouver ces angoisses-là, ces cauchemars, et faire des cauchemars, donc ressentir des émotions, voilà, lugubres, en lisant les écrits de Sutter Kane. Alors après, on le voit très rapidement, hein, au niveau de la typographie utilisée, des couleurs et du style graphique des couvertures des romans de Sutter Kane, c'est typiquement la typo et le type de couverture qu'utilisait Stephen King. Voilà. Donc là où Sutter Kane, parce que ça sonne pareil, hein, Sutter Kane avec SK, Stephen King SK, là où ça se différencie, c'est que King, même s'il aime Lovecraft, n'est pas dans l'horreur cosmique. Voilà, il n'est pas dans ce délire-là, en fait. Donc, tout ce que va raconter
cette fausse fiction, ces fausses fictions qui sont horreur à Hobbs End et ainsi de suite, les romans qu'on voit à l'intérieur et les références à la propre œuvre de Sutter Kane, tout ça par contre, dans le style de l'écrit et dans les visions et dans le visuel qui retranscrit, c'est typiquement du Lovecraft, voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était il y a une semaine, j'ai fait découvrir à une de mes étudiantes qui est H.P. Lovecraft. Parce que sans rentrer dans le détail, dans un exercice que je leur ai demandé, parce que ce sont des étudiants de master ou de bachelor qui sont dans les milieux créa, je leur ai demandé un petit peu de creuser un univers qui leur est propre, un univers, et de me ramener une séquence de film représentative en fait de l'univers qui leur plaît, tant dans la structure, dans tout ce que ça va convoquer en termes de décor et ainsi de suite. Et la personne m'a ramené du coup c'était pas attendu, m'a ramené un extrait de séquence d'un des épisodes du cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, et il se trouvait que elle m'a mis les mots, elle m'a montré un petit peu les trucs, elle m'a parlé d'horreur cosmique. Et l'horreur cosmique, c'est un terme qu'elle a trouvé sur internet, voilà. Mais et c'est là que en creusant avec elle, en lui amenant les informations, je lui ai fait découvrir qui était H.P. Lovecraft, voilà. Donc pour certaines générations qui aujourd'hui voient du monstre tentaculaire, de l'indisciple, du gouffre, ce type de choses en fait, et qui vont l'associer à du Del Toro ou autre, c'est bien aussi de leur amener le point d'origine, voilà, qui est cet écrivain qui a marqué, alors non pas au moment où il l'a publié, mais bien après, qui a marqué des générations et des générations d'écrivains et de cinéastes, et voilà, cette œuvre matricielle, c'est H.P. Lovecraft. Et effectivement, dans le style qu'emploie Sutter Kane à l'écran, où il parle de l'indicible, parce que c'est souvent ça, et le scénario de l'Antre de la Folie n'échappe pas à la règle, à la construction typique d'une œuvre Lovecraftienne, c'est-à-dire que quand le film commence, c'est le personnage qui est emprisonné dans un asile, parce que ça c'est typiquement, parce que on parlait d'Arkham, Arkane, voilà, donc la maison d'édition Arkane, voilà, l'asile d'Arkham fait référence, cet asile, plus le nom Arkane, fait référence aux œuvres de Lovecraft, donc le film démarre avec un personnage qui est dans un asile qui raconte son histoire, comme dans une œuvre de Lovecraft, mais le contact, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, le contact à ces entités antédiluviennes, cosmiques, ces anciens, comme Lovecraft les appelle dans ses écrits, mène souvent les gens à la folie à la fin du monde. Mais voilà, mais en tout cas, les protagonistes qui sont en contact avec cet indicible finissent soit morts, soit dans la folie, et racontent toujours leur vécu à un moment donné. Et ça, c'est le style, c'est vraiment le style de Lovecraft que reprend Michael De Luca dans son scénario, et que Carpenter, met en scène plutôt bien. Alors, donc, cette enquête de John Trent va le mener très rapidement. Il va regarder les couvertures des livres, il va les découper, il va voir qu'il y a une carte. Alors lui, jusqu'au bout, jusqu'aux 3/4 du film, il croit que c'est une blague, que c'est organisé par... que c'est une chasse au trésor, entre guillemets, que c'est de la com pour le nouveau roman de Sutter Kane. Et cette carte les mène à la ville imaginaire de Hobbs End qui existe vraiment. Voilà. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que ce que raconte le film, c'est que Sutter Kane, le personnage de l'écrivain Sutter Kane, arrive à amener ses écrits à devenir réels. Donc c'est pour ça que les personnages que l'on voit dans le film arrivent vraiment dans cette ville de Hobbs End. Voilà. Donc voilà pour cette enquête. Alors, déjà, quelle est la particularité ? Qu'est-ce qu'on peut noter en termes d'évolution dans la mise en scène de John Carpenter avec ce film-là ? Alors moi, j'ai pu noter très rapidement, et ça c'est assez logique quand on voit le matériau de base que je viens de décrire. Autant c'est un cinéaste qui travaille, alors comme je vous l'ai dit, il carbure au western, donc c'est un cinéaste du 2.35, c'est un cinéaste du grand angle. Autant là, on voit vraiment dès le départ, mais alors ça c'est pour souligner le côté un petit peu schizophrénique et un peu la folie du personnage,
j'avais pas eu l'habitude, et c'est bien de le revoir aussi, où je vois qu'il a vraiment travaillé sur des objectifs compensés. Donc, notamment dans les plans qui ont lieu à l'asile, on a pas mal de déformations optiques. Voilà, donc ça veut dire qu'on est vraiment dans le très grand angle. Et ensuite, il va très rapidement enchaîner sur de la longue focale. Donc déjà, on peut dire, dans ce film-là, qu'il y a un gros travail, voilà, sur la focale, sur le lien entre courte et très grande focale d'un coup, voilà. Donc déjà ça c'est à signaler dans sa mise en scène. Après, ça reste du Carpenter pur jus. Donc c'est-à-dire que tout va exister dans la gestion de l'espace des personnages, hein, dans le décor, hein, bien entendu, dans le positionnement. On a du travelling, mais tout va exister en fait au montage, à l'enchaînement des plans, dans la notion de raccord. Voilà, donc dans ce film-là. Par contre, c'est un film qui appartient réellement à une époque assez mal aimée, enfin que moi, avec le recul, que je trouve qu'il vieillit plutôt mal. Cette époque des années 90, qui va commencer à employer, on est en 94, hein, quelques effets, quelques FX générés par ordinateur, donc du digital, du CGI, et le problème de ces CGI-là de l'époque, c'est que ça s'intègre mal parce que la photo est assez fadasse. Et c'est vrai que je me suis fait la remarque, quand j'ai regardé le film, pas mal de plans larges en termes de photos sont assez fadasses. Voilà, donc il y a un côté un petit peu DTV par moment du film. Après, on va pas se mentir, hein, tous les DTV de l'époque, et je vais vous en citer, hein, que ça soit la saga Tremors qui existait en DTV à l'époque, sont sur des budgets similaires. Donc le film, qu'il sorte en salle ou non, quelque part, à ce moment-là, c'est pas très important, parce qu'on a ce deuxième marché qui est la vidéo, et donc il y a un côté, et voilà, ça c'est un peu dommage, il y a un côté sur certains plans larges qui font assez vidéo, voilà, donc assez aplati en termes de colorimétrie, donc si on vient y rajouter par-dessus un peu de CGI, voilà, et c'est le problème de ce film-là, parce que dites-vous bien que... voilà, sans trop non plus rentrer dans le détail du détail, dites-vous bien que dans ce film-là, on va avoir pas mal d'effets prosthétiques aussi. Ces effets prosthétiques qui rappellent, qui sont inspirés directement des écrits de Lovecraft, normalement, se mettent en scène, c'est clair, de la même manière que ce qu'avait pu faire John Carpenter et Rob Bottin pour The Thing. Et dans The Thing, justement, ce qui fait la force des effets à la prise de vue, c'est justement cet éclairage et le soin qui est apporté à l'éclairage pour que ça donne une patine et qu'on y croit. Et là, le problème, c'est que, et c'est aussi le problème de pas mal d'effets prosthétiques de l'époque, hein, on va pas se mentir, hein, la société KNB, voilà, qui est l'abréviation des initiales de Kurtzman, Nicotero, Berger, voilà, qui étaient trois assistants des grands, hein, de Rob Bottin et des autres, hein, et de Rick Baker, et ainsi de suite, et de Chris Wallace, on peut tous les citer, ont ensuite eu envie de créer leur propre structure et de faire eux-mêmes des effets spéciaux pour des productions hollywoodiennes. Mais KNB était connu comme la société un peu cheapos. Voilà, c'est pour ça que leurs effets, on les retrouve partout à cette époque-là, parce qu'ils se positionnent comme une société plus abordable pour faire les effets visuels qu'un Rob Bottin, qu'un Rick Baker, qu'un Stan Winston ou autre. Donc, on va dire que là où un Rob Bottin s'esquinte la santé pour que les effets soient top, bon, bah chez KNB, c'est quand même pas le même délire. Et encore, je vais pas cracher dans la soupe, je suis pas en train de dire que c'est de la merde. Je dis juste que on est sur une société qui accepte tout. Ça peut faire un Evil Dead, comme ça peut faire les séries Xena la guerrière ou autres. Donc on est sur ce genre de société. Et effectivement, ça se voit très rapidement. Et il y a même des choix, parce que alors certains diront, voilà, j'ai pu le lire, j'ai pu l'entendre que oui, Carpenter ne montre pas trop les monstres Lovecraftiens pour du coup faire écho aux écrits de Lovecraft. Non, alors, il les montre pas trop parce qu'il a que 8 millions de dollars, et surtout il les montre pas trop parce que c'est quand même pas ouf.
Voilà. Et comment on peut le voir dans le film, c'est qu'il y a des techniques qui sont utilisées par Carpenter, qui sont les mêmes que sur Wishmaster. Donc sur Wishmaster, hein, qui est d'ailleurs, c'est intéressant, qui est un film réalisé par le fameux cas de KNB, Robert Kurtzman. Voilà. Y a certains effets qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il cadrait très proche. Voilà, il cadrait très proche de l'effet spécial pour pas qu'on voit le bas. On a ça aussi chez Gordon aussi, dans From Beyond. Hein. Sauf que lui, malheureusement, ça j'en parlerai un jour dans From Beyond, c'est qu'on a ça, ce fameux professeur avec la tête qui a avancé, et il a le cou normalement qui est positionné au-dessus de la tête, donc quand il cadre serré, on a le col roulé de l'acteur juste en dessous. Je sais pas si vous voyez le truc, hein, c'est... Bon voilà. On lui pardonne, parce que c'est tourné avec 3 bouts de ficelle, mais bon, voilà, c'était cadré serré pour ça. Donc dans Wishmaster, on cadre serré ou ça, aussi pour ça, parce que je sais plus quel effet c'était, je crois que c'est une espèce de truc de chien à la con, là. On a ça aussi dans le Hellraiser 4, donc on les cadre serrés parce qu'on a un problème avec les pattes. Et effectivement, on retrouve ça aussi dans une des scènes, dans le dernier tiers, quand le personnage de John Trent, il se barre de Hobbs End dans le tunnel et qu'il est poursuivi par les monstres Lovecraftiens. Les monstres Lovecraftiens, c'est un insert, c'est 3 plans, quoi. C'est un insert sur des pieds, c'est un plan large, mais très rapide, on les voit alignés, mais très, très rapide, plus après de longs plans. Voilà, c'est la même échelle de plans, de longs plans très serrés sur l'une des têtes de ces monstres Lovecraftiens, et qui sont en train d'avancer. Donc ce plan-là, s'il est fait comme ça, c'est parce que ça fonctionne pas en plan large. Et c'est pour ça que le plan large, on le voit pas longtemps. Parce que le peu de temps où on le voit, on va pas se mentir, hein, c'est, je vais vous citer un autre film, c'est équivalent au trucage qu'il y avait dans le House de Steve Miner. Sauf que House de Steve Miner, c'est milieu des années 80, quoi. Là, on est milieu des années 90, c'est 10 ans plus tard. Donc, ça trahit aussi cette problématique d'effets spéciaux. Donc, bon, il y a le savoir-faire, ça passe. Mais ça lui donne, quand je vous aligne ces films-là, tous ces films-là que je vous ai cités, donc les Wishmaster, les Hellraiser, tout ça, c'est des DTV. Hein. Voilà. Tout ça, c'est du DTV. Donc, pour moi... le fait d'avoir KNB, le fait que ça soit aussi du New Line, hein, parce que ces films-là sont du New Line, c'est un peu des trucs qui sont tournés à la chaîne à l'époque, donc il y a une certaine esthétique, voilà, qui fait que ça appartient à cette époque-là, aux années 90, et qui pour moi empêche, on va dire visuellement, l'Antre de la Folie, de sortir de cette ornière des années 90. Et c'est dommage, hein, parce que c'est un excellent film. Voilà, moi je l'ai encore revu. Voilà, bon, mais j'enregistre, on va dire, au fur et à mesure les épisodes, donc j'essaye toujours de me revoir le film juste avant. Et même si mon master, parce que je vais en parler du Blu-ray propre, oui, il a ce côté années 90. Voilà, et c'est malheureux. Voilà. Côté années 90, que peut-être, je vous donne un exemple, Le Village des damnés n'a pas. Voilà, il fait pas 90. Celui-là, oui, parce que c'est un produit New Line, parce qu'il y a du KNB derrière, parce qu'il y a tout ça en fait, tout ce que je viens de vous expliquer. Alors après, comme je l'ai dit, moi, Kurtzman, j'ai rien contre lui, hein. Et cette société non plus, hein. Ça a été derrière quand il y a du budget, quand le réal est un peu plus impliqué, etc., ça donne des pépites. Et n'oubliez pas, moi, Robert Kurtzman, j'ai pu l'interviewer, voilà, pour les besoins de son film The Rage, voilà. C'était une longue interview, je crois que c'était pour le numéro... Ouais, je crois que c'était le numéro 7 ou 9, je crois que c'était le numéro 9 de 7ème dimension, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, j'ai pu l'interviewer, on a pu parler de la création de la société KNB, de son rôle sur Scénario d'une nuit en enfer, voilà. Donc c'est quelqu'un d'adorable, j'ai eu pas mal de photos de tournage et ainsi de suite. Je comprends ce truc-là. Voilà, le problème de l'Antre de la Folie, s'il doit y avoir un problème, parce que voilà, allons creuser un petit peu là-dedans, son seul problème à l'Antre de la Folie, c'est son budget, hein. Il n'a pas le budget de ses ambitions. Sinon, on cadre pas comme ça, on a un peu plus de temps pour les effets spéciaux, et peut-être qu'on prend d'autres sociétés en plus. Donc les quelques effets numériques, bon, piquent un peu, mais ça va. C'est moins pire que dans d'autres films de l'époque. Mais bon, tu sens que ça pique. Voilà, tu sens que ça pique. Après, la force de ce film-là, voilà, c'est son postulat de départ.
c'est-à-dire de réfléchir sur le phénomène en lui-même, de la mise en abîme, donc c'est-à-dire que ce qu'on est en train de voir dans le film est plus ou moins ce qui s'écrit au fur et à mesure dans le roman de Sutter Kane. Alors est-ce qu'on est dans le roman ? Est-ce que voilà, le vrai questionnement, et c'est ce que comprend le personnage principal à la fin, c'est que finalement il n'existe pas. Voilà, il fait partie des écrits de Sutter Kane. Et c'est pour ça que dans le plan final, il va lui-même se voir dans une salle de cinéma, et même l'affiche de ce film-là, qui s'appelle L'Antre de la Folie, a marqué dirigé par John Carpenter. Et donc, et c'est là aussi où on peut parler de... moi, je sais que mon père a vu pas mal de films de John Carpenter, et il m'a toujours dit, bon, c'est pas un fan de cinéma de genre, et pas un fan de cinéma pas un fan de cinéma tout court, mais il avait retenu un truc, il m'a dit j'aime pas la fin de ces films. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire par rapport au film de Michael Mann. C'est vrai que le style de Carpenter, c'est la fin ouverte. C'est-à-dire que on t'amène quelque part et on te laisse réfléchir un petit peu sur ce que t'as vu. Donc on te donne pas, il n'y a pas de happy end, il n'y a pas de conclusion. Voilà, on n'est pas dans une structure ternaire typique d'une comédie romantique où on sait très bien que ils vont finir ensemble. Voilà, et que ce qui importe c'est le comment et pas le pourquoi. Donc là non, on te laisse en suspens. Voilà, The Thing, c'est on te laisse avec deux personnages et on te dit bon, il y en a un, potentiellement c'est la chose. Voilà. Démerde-toi. Là, en fait, on te laisse avec le personnage qui découvre qu'il fait partie des écrits, et toi, tu te dis, bon, ben, en fait, tout ce que j'ai vu, est-ce que, au final, c'est la fiction ? Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Voilà, et ben voilà, non, tu restes juste avec le personnage qui, en regardant son propre déroulé de sa vie dans la fiction, se marre un bon coup, quoi. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'il faut retenir aussi du cinéma de genre et de l'œuvre de John Carpenter. C'est peut-être que c'est fait aussi pour se divertir. Il l'a toujours dit, hein. On lui a beaucoup... alors c'est vrai que la critique française, parce que ça c'est typiquement français, hein, pour être un auteur, il faut avoir un message, il faut critiquer quelque chose, donc voilà. On lui a toujours prêté un côté à Carpenter qui était celui du révolutionnaire contre les studios, mais pas du tout. C'est un auteur, effectivement, il a ses points de vue, mais lui, ce qu'il attend d'un studio, c'est qu'il le paie. Voilà, le cinéma reste un art mercantile. Donc, effectivement, John Carpenter, voilà, a toujours été un cinéaste en recherche de reconnaissance, quelque part. Que ce soit du public, mais surtout envers ses pairs, par rapport au studio. Bon, voilà, là on le récupère en 94. Voilà, il a perdu de sa superbe. Bon, la bête est pas encore achevée, elle est pas morte. Mais bon, on sent que ça commence à piquer. Et puis, autre phénomène dont je n'ai pas parlé aussi, et on peut en parler à l'occasion de cette chronique sur l'Antre de la Folie, c'est que entre Jack Burton et Prince des Ténèbres, voire Invasion Los Angeles, c'est un cinéaste dont les cheveux se blanchissent très rapidement. Donc c'est pour vous dire l'impact psychologique des deux cartouches qu'il a pris dans la bouche. Et c'est pour ça que nous, on l'a toujours vu, parce que nous, on a, enfin en tout cas moi, en ce qui me concerne, quand je dis nous, je parle de Peterson, mais quand on achetait Mad Movies à l'époque, etc., on a commencé à avoir des Mad du début des années 90. Donc on a déjà un John Carpenter avec les cheveux blancs, donc on a déjà l'impression qu'il a 80 piges, alors que le mec, il en a pas 80 en fait. Il a une cinquantaine d'années, si vous voyez ce que je veux dire à l'époque. Et donc ça, c'est très bizarre. Voilà, ça marque aussi. Donc c'est pour ça que ce réalisateur, quand on peut le voir en interview, dans les making-of, il reste très humble en fait. Il a ce côté un peu cool, nonchalant, mais en fait tout son corps va exprimer cette mélancolie, cette tristesse de ne pas avoir réussi à trouver son public à l'instant T, en fait. C'est ça le drame, hein, de John Carpenter. C'est que son public, il l'a trouvé, mais trop tard, en fait. Voilà, il a le drame de sa carrière. Un film comme The Thing, c'est incompréhensible que ça se casse la gueule. Voilà, c'est incompréhensible. C'est vraiment un coup de pas de bol. Bon, Jack Burton, il y a des raisons, parce que le film est trop complexe à appréhender. Mais The Thing, c'est vraiment pas de bol.
C'est vraiment un pas de bol, et ça explique aussi tout le reste de cette filmographie de John Carpenter. Hein. Donc cette Antre de la folie, alors est-ce que ça a marché ou pas ? Ben non, en fait, voilà, donc non. Alors, c'est moins pire que prévu, mais voilà, il y a 8 millions de dollars de budget, bon, ben ça en rapporte 8 millions. Voilà. Bon, ben, le mec il commence à avoir l'habitude. Hein. Ça a remboursé son budget, bon, après on imagine, parce que c'est le but aussi, hein, que c'est rentré dans ses frais avec le marché de la vidéo, la preuve par 2, hein, même par 10, même par 100. Vous l'avez vu, je l'ai vu, donc on a fait tourner les vidéoclubs à l'époque. Donc voilà, donc c'est pas un bon plan, voilà. Et ça nous laisse avec un John Carpenter dont la carrière est incertaine, et je vous laisse le suspense, bon vous connaissez déjà la suite, pour la suite de sa carrière. Donc au niveau du master, donc ce film-là, bon, est trouvable facilement, voilà. On n'a pas eu d'éditeur francophone qui s'est penché sur son cas de figure, dans le sens où le Blu-ray édité par Metropolitan fait bien son taf, comme le faisait la VHS de TF1 Vidéo à l'époque. Hein. Le master est propre. En termes de bonus, bon, il y a quasi rien. Bon, il y a un commentaire audio. Au moins, il y a un commentaire audio. Et je vais pas vous mentir, je me le suis pas farci. Et effectivement, c'est pas mon film préféré de Carpenter. C'est un très très bon Carpenter, mais voilà, c'est un film. J'ai toujours remarqué qu'il évoluait moins bien à la revoyure. Mais je pense que c'est pour le côté FX et le côté années 90, voilà. Mais en tout cas, c'est un film à voir pour tout amateur, amatrice de cinéma de genre, et comme à 7ème dimension, notre créneau à nous, c'est le cinéma de genre bordel, il était temps qu'on en traite, hein, de l'antre de la folie, de ce In the Mood of Madness. Et c'est comme ça que je conclus cet épisode. Merci pour votre écoute. Le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de 7ème dimension en mode podcast.